vous pouvez le constater en regardant cette émission, nous essayons d'aider les cas les plus désespérés et je ne peux que vous conseiller, quand votre problème arrive, peut-être même avant de nous contacter, d'aller voir un avocat, de prendre une consultation. Je viens de passer quelques jours avec vous, à vous observer. Vos enfants sont assistés. Ils sont capricieux. Ils sont malins. Et vous rentrez dans leur jeu. Tiens, c'est un homme qui habite là, regarde. J'en sais rien, mais en tout cas, regarde ce sol, jonché de tout. C'est une poubelle. Est-ce que vous avez vu dans quel état est votre évier? Vous voyez vos chiens, ils sont encore dans la cuisine. C'est la dernière fois. À partir de maintenant, la cuisine, c'est votre domaine. Ce n'est plus le domaine des chiens. Oh là là, toi, je vais t'enlever tes slips. Mais mes amis, les slips, ça me fait une démarcation ici catastrophique. 3 pièces à refaire sur 3 niveaux différents et 3 ambiances à créer. C'est parti pour une nouvelle mission déco. On accroche un beau sourire à son visage. Voyez là, vous avez un joli sourire des yeux. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les paroles sont souvent en trop. Qui t'a dit que tu devais chanter comme ça, très affecté, très... Pourquoi tu parles pas normalement? Vous êtes les plus mauvais juges de vous-même. Rentrez-vous ça dans le crâne. On est là pour vous aiguiller, on est là pour vous dire quand ça va et quand ça va pas. Je vous rappelle que les bons points sont attribués lorsque vous avez un comportement irréprochable du matin au soir et que je n'ai pas une réflexion à vous faire. Voilà. Je vous dis vraiment félicitations car vous avez pris des engagements, vous avez tenu vos promesses et vous nous avez montré que vraiment vous aviez décidé de vous en sortir et toutes les décisions que vous avez prises aujourd'hui sont de bonnes décisions qui vont vous permettre de repartir du bon pied et j'espère que vous en êtes conscients. De la Salut à tous, ça fait 12 jours que tout le monde le cherche depuis qu'il a claqué la porte du château de la Starac. TF1 n'a plus de nouvelles. Que tout le monde se rassure, plus clair à retrouver Gaël. Dans quelques minutes, il sera sur ce plateau pour nous révéler les dessous de cette histoire. État de grâce pour Christophe Ondelat. Sa matinale fait un carton sur RTL. RTL qui reprend sa place de radio la plus écoutée en France. À la télévision, son Faites entrer l'accusé s'apprête à entamer sa 7e saison. Christophe Ondelat est dans Plus clair. 2 autres invités et un même prénom, nous ferons le tour du PAF avec Stéphane Bern et Stéphane Guillon qui balancent chacun à leur manière sur les médias. Également dans Plus clair, le mariage de Tom Cruise et Cathy Holmes, interdit à la presse, les coups bas en politique qui se font désormais sur le net, la télévision du futur qui s'annonce sur mesure. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias essentielles. Top, c'est parti. Numéro 5, la ménagère se réjouissait du retour du film du dimanche soir sur TF1. Elle n'aura pas eu la chance d'en profiter beaucoup. 4 semaines seulement après son retour, resuppression du film du dimanche et comeback des experts dès le 10 décembre à raison de 3 épisodes par soir. Fantastique. Des experts dont on aimerait bien qu'ils utilisent leurs moyens high-tech pour élucider ce grand mystère vu hier soir sur France 3. Georges Pernou aux cheveux inamovibles au bord de la mer. C'était une incrustation vidéo, ça. Quelque chose de ce type-là. En tout cas, on y croyait à mort. Surtout quand les herbes s'agitaient au ralenti derrière lui. Mais tout d'abord, nous partons pour les Falklands. Des incrustations si crédibles qu'il ne faut pas s'en priver. Il faut continuer. Retrouvez bientôt Georgie, le brushing indévissable en pleine tornade. Pourtant, là-bas, les habitants ont découvert en quelques années une nouvelle prospérité économique. Et statique comme un phare, debout dans les manèges. Pourtant, là-bas, les habitants ont découvert en quelques années une nouvelle prospérité économique. Numéro 4, Prison Break pourrait être interdit de prime time. Je comprends pas. Le CSA juge la série trop violente pour une diffusion à 20h50. Il demande à M6 de la diffuser à l'avenir après 22h. Préconisation que la chaîne a l'air tout à fait disposée à appliquer. Mais... couille. Une intervention du CSA assez dure pour Prison Break, mais toutefois sans commune mesure avec la réaction radicale du Conseil au sujet des émissions de Call TV. Une décision a été prise et elle est... collector. Ah oui. Le CSA ne demande pour l'instant qu'une réunion de concertation avec les chaînes en vue de renforcer la protection du consommateur. Mais pour la renforcer, faudrait-il déjà qu'elle existe? Bravo! Alors, le bonus, nous le tentons, donnez-moi vite 3 numéros. 4. Le 4. Ah, vous pouvez pas, l'émission se termine. Et le bonus? Bon, eh bien, écoutez, ciao. Numéro 3, ça y est, Fred Courtadon a décroché un job. Mais pas n'importe lequel. Oubliez M6, direction France 2 a un poste surexposé, oui, avec plusieurs passages à l'antenne par jour, puisque d'après Télé 2 semaines, elle est dorénavant la voix des bonnes annonces. Les Innocents, la Reine de France et Démo de minuit. Bonne soirée sur France 2.
Fred Courtadon qui du coup ferait bien de proposer ses services à Bataille et Fontaine sur TF1 car eux aussi ont bien besoin d'une nouvelle voix off. L'actuel ayant comme un petit problème de lecture. Suite à un accident ou une maladie, l'un de vos proches est amnésique. Numéro 2, Valérie Benaïm de retour sur France 3. Quand on entend ça, on croit être victime d'une grande illusion. Et pourtant non. Ce sera effectivement le cas pendant les fêtes de fin d'année avec une émission du même nom. Petite sœur de surprise. Quant à Jean-Pierre Castaldi, il va passer un grand moment de solitude. Souris, alors fouiller la voiture, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. D'accord. Une émission qui promet de ne pas piéger que des stars. Oui, on a bien vu dans la bande-annonce. Vincent McDoom va sucer de la glace pour faire baisser sa température. Numéro 1, Estelle Denis pourrait bientôt présenter une émission politique sur M6. Bonne vanne! Ah bah non, apparemment pas. D'après Le Monde, Madame 100% Foot devrait présenter dès janvier des spéciales présidentielles diffusées le week-end. Ça va être très très chaud, je le sens pas. Mais non, pas d'inquiétude à avoir. Le cas échéant, il suffira de reprendre les ingrédients de 100% Foot, de proposer par exemple des reportages sur les candidats aussi corrosifs que celui de samedi dernier sur Franck Ribéry. Ça, c'est le péché mignon de Monsieur Ribéry. C'est la tarte à fermière et le millefeuille. Et puis qu'Estelle n'hésite pas non plus à faire appel à certains de ses chroniqueurs de 100% Foot pour cette émission politique, comme Dominique Grimaud. Lui, il serait parfait pour les sondages, car les chiffres, c'est son truc. Et sur les 8 participants, 7 clubs avaient fini premier. Cela fait des années maintenant que RTL tente de récupérer face à Énergie sa place de leader. C'est chose faite après le dernier rapport Médiamétrie. L'un des acteurs de ce succès, le journaliste Christophe Ondelat, qui anime la tranche 7h, 9h30. Christophe Ondelat, bonjour. Bonjour Florence. Alors d'habitude, quand on modifie la tranche matinale de la radio, en général, les auditeurs perdent leur repère, ça plonge. Ça s'est produit au mois de septembre et puis en octobre, vous avez remonté l'audience très fortement. Vous êtes même au-dessus de la moyenne. Quelle a été votre ambition, votre intention quand vous êtes arrivé sur cette tranche du matin ? Notre intention, elle est simplissime, c'est de faire de l'information en étant le plus en phase avec ce qui se passe au moment où on parle des choses, c'est-à-dire de mettre le moins possible de choses en boîte, de figer le moins de choses possible, d'être extrêmement en alerte sur ce qui se passe autour de nous. Et puis d'être toujours, parce que ça c'est la culture de la maison RTL, c'est d'être en phase avec les préoccupations des Français, quoi. Ça c'est une culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un bon flair, quoi, dans cette maison pour répondre aux bonnes questions au bon moment. Oui, mais en même temps, c'est un flair qui n'a pas forcément fonctionné aussi bien les autres années, puisque l'audience de RTL n'était pas aussi bonne. Il y a eu donc des changements. Ce qu'on constate, c'est que clairement, Axel Duroux a fait le pari de la personnalité de Christophe Ondelat, puisqu'il nous a confié cette tranche horaire, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, c'était beaucoup plus segmenté. Oui. Est-ce que c'est ça aussi l'une des clés de ce succès, c'est-à-dire Christophe Ondelat sur cette tranche ? C'est à un moment donné, c'est aussi une question, une génération. Là aujourd'hui j'ai 43 ans, je suis au mi-temps de notre auditoire en fait. Vous êtes un homme multicarte et multidon, on pourrait dire, parce que vous êtes à la fois extrêmement rigoureux sur l'info, vous êtes également le lien entre les auditeurs et ce qui se passe à l'antenne à ce moment-là, et puis il y a une partie d'un Ondelat plus déconnant, plus vivant, qui est Laissez-vous tenter. Plus talk show, ouais. Donc vous touchez plusieurs salaires pour avoir ces... Non, j'en touche qu'un, mais c'est vrai que je suis assez intuitif dans mon fonctionnement, donc je sais bien que de 7h à 8h45, on est dans l'info dure, l'info brute, et qu'à 8h45, et notre programmation et nos auditeurs sont dans une autre phase, dans une phase de détente. Et en plus, je pense que on est tous comme ça. Il y a des moments où on est très sérieux, des moments où on est très déconneurs. Et ben voilà, moi je suis comme ça, nature. Mais c'est vrai que d'habitude, effectivement, les gens qui sont aux commandes de journaux, que ce soit à la télévision ou à la radio, en fait, sont extrêmement figés parce que les codes de l'info veulent qu'on soit un peu rigide. Or là, vous vous permettez d'être dans davantage de détente puisque l'exercice vous permet de l'être. Donc vous êtes plus complet, vous apparaissez plus complet, plus sympa et plus chaleureux. J'espère, mais en fait, je crois que c'est la juste retranscription de ce que je suis fondamentalement. Mais les autres aussi, ils sont des déconneurs. Non, mais c'est vrai, je suis à la fois très sérieux et parfois très austère et très déconneur. Et donc il se trouve que entre 7h et 9h30, on arrive à jouer sur tous les genres. Il paraît que le jour de ces résultats excellents de médiamétrie pour RTL, Axel Duroux, le président de RTL, est arrivé avec du champagne et une prime de 1 000 € pour chacun des salariés de RTL. Ouais. Vous avez bu toute la journée ce jour-là ? On a bu toute la journée parce qu'il y a eu champagne le matin, champagne le midi, champagne le soir. Et quelle était l'ambiance ? Racontez-nous quelle était l'ambiance parce que c'est non, mais on était contents. C'est compliqué à expliquer parce qu'il faut pas que quand je vous raconte ça, on ait l'air d'être arrogant parce qu'on est redevenu premier. Tant mieux si ça marche et ça marche.
Mais nous, on ne cherche pas que ça marche. Il y a on eu quand même une volonté. On cherche qu'il se passe quelque chose et qu'on soit juste avec l'info. Mais Christophe Ondelat, il y a eu néanmoins une volonté en début d'année de trouver une formule qui marcherait, qui a peut-être été aussi empruntée à RMC. Ah non, RMC... ah non, ça je vous laisserai pas dire ça. Il faut quand même juste rappeler que l'interactivité à la radio, d'abord... Les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole. Un principe qu'a instauré RTL il y a plusieurs années. Oui, ça date des années 60. Et RTL a été la première radio en 1967 avec Ménie Grégoire à mettre des auditeurs en direct à l'antenne, c'est-à-dire à prendre le risque de ça. Ce qui fait le succès aujourd'hui de l'antenne de RMC. Jean-Jacques Bourdin a été animateur sur enfin journaliste dans cette maison pendant 20 ans, ou peut-être plus même. Et donc, c'est plutôt l'inverse. C'est la grille des RMC Info. Il n'empêche que RTL avait abandonné ce principe, en tout cas le matin. Aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès de RMC. Vous-même, vous avez réintroduit ce dialogue avec les auditeurs le matin. Disons qu'on était dans une logique de durée, et donc on s'est dit que et c'est ça recoupe ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on pouvait pratiquer tous les genres dans la mesure où c'était le même présentateur qui faisait le journaux classique, les interviews très classiques, etc. Et puis ensuite une conversation avec les auditeurs. Parce qu'à un moment donné, l'auditeur, il a reçu, il peut donner un peu. El Kabbach, donc d'Europe 1, dit que cette démagogie est dangereuse. Ben oui, mais il n'a qu'à regarder ses audiences, El Kabbach. Je veux dire, donc l'une des clés de ce succès aussi de RTL aujourd'hui, c'est la présence des auditeurs ou votre antenne ouverte aux auditeurs. Dire que donner la parole aux auditeurs est dangereux, et démagogique et dangereux, c'est quelque part mépriser ses auditeurs, et je crois qu'il en paye le prix aujourd'hui. On ne dit pas ça publiquement et on ne le pense pas. Quand on a du respect pour ses auditeurs, on n'a pas délégué notre antenne aux auditeurs, contrairement à RMC Info. Christophe Ondelat, vous êtes en état de grâce parce que démarre sur France 2 la 7e saison de Faites entrer l'accusé. Est-ce que ça signifie qu'il vous reste suffisamment de cas, d'histoires pour nourrir plusieurs saisons encore? Ça peut durer 50 ans. Ça peut durer 50 ans sans problème. Le crime est tellement fréquent que on fait 12 films par an. programmes. On fait 12 films par an nouveaux, entre 12 et 15. Des crimes, il en intervient 100 par an. Alors tous ne sont pas intéressants. L'affaire Flactif, TF1 est le premier à avoir dégainé, puisque le 7 à 8, depuis le début, suit cette affaire, fait des interviews, mais enfin ça ne nous empêchera pas, nous, maintenant que David Autia a été jugé, de faire un film complet sur l'affaire, et ça, personne ne va nous concurrencer là-dessus. Le crime paie au point que Christian Gérin, qui est le producteur de Faites entrer l'accusé, évoque l'idée de créer une chaîne justice en France. Et il paraît que vous auriez des responsabilités pas que lui, éditoriales. Lui et moi. Oui. Sur le projet qu'on mène ensemble, bon là, il y a un petit coup de frein parce que on est en pleine fusion entre CanalSat et TPS, donc les bouquets satellites qui sont susceptibles d'accueillir cette chaîne sont réduits à un. Et on a simplement voulu dire, en l'occurrence à Canal Satellite, et le message est passé, on l'a aussi dit au ministère de la Justice, que nous, on était partants pour un projet comme celui-là, dans une première phase sans retransmission de procès, puisque ça n'est pas possible en France, et dans une deuxième phase, possiblement avec retransmission de procès, dans des conditions bien précises, parce que moi je suis pas favorable au n'importe quoi dans la retransmission en direct de procès, si jamais la loi l'autorise. Revenons à RTL, Christophe Ondelat, avant de se quitter. Il y a une certaine ironie dans votre voix, je trouve, le matin, lorsque Isabelle Morini-Bosque vient parler de télévision. On a le sentiment que vous aimez faire de la télévision, mais pas forcément la regarder aujourd'hui telle qu'elle est. Ouais, c'est pas totalement faux, vous m'avez bien saisi. En fait, j'ai un rapport compliqué à la télévision en tant que téléspectateur. Par exemple, puisque je me couche tôt maintenant, je regarde les premières parties de soirée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans. Et il y a des choses que j'aime bien. La Starac, vous regardez, par exemple? Je regarde la Starac quand je peux. Ouais, ça me plaît. Le départ de Gaël, vous l'avez suivi? J'ai suivi l'émission qui a suivi le départ de Gaël, oui. Enfin, moi, voilà, Qu'est-ce que vous pensez de son départ? Alors, voilà, dans la Starac, la part de télé-réalité m'intéresse pas, donc le départ de Gaël m'intéresse pas, franchement. En revanche, je suis un fan absolu de Dominique. Je pense que cette fille a d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fiche là, quoi? C'est-à-dire que qui lui enseigne quoi que ce soit à la Star Academy? Je me demande à un moment donné s'il faudrait pas que les profs se retournent et qu'elles leur disent dis donc Raphaël Ricci, je vais t'apprendre, quoi. Vous arrivez de voter? Ouais. Non. Merci Christophe Ondelat de votre visite. En tout cas, maintenant passons au candidat de la Starac, Gaël, donc, qui a claqué le 13 novembre la porte du château de Damary-Lélis. Quelques semaines plus tôt, Nicolas était éliminé par les professeurs alors qu'il était le favori du public. C'est Dallas à la Starac et ça profite évidemment à TF1. Depuis 2 semaines, l'émission affiche des records d'audience. Pour la première fois, Gaël parle à la télé et c'est dans Plus clair dans quelques instants. Tout de suite, l'enquête de Marie-Laurence Rincé. Hier
soir, les murs ont véritablement tremblé au château. Après 11 semaines d'aventure, c'est le coup de théâtre. Typiquement, là, on est dans Pinocchio, c'est-à-dire que les candidats sont les marionnettes de la production, sauf qu'une fois qu'ils sont dans le château, eh ben, ils ont leur vie propre. Et ils ont parfois des comportements qui échappent totalement à la production. Et là, Gaël en est une bonne illustration. Il a pété un câble, il y a eu des choses qui ne lui ont pas convenu. Et il a claqué la porte de manière tout à fait originale. Il y a 12 jours, Gaël quitte la Starac en pleine semaine, juste avant les évaluations du jamais vu au château. Motif invoqué, Pascal Nègre, le patron d'Universal, aurait refusé que Gaël enregistre un titre avec les Gypsy Kings, un groupe sous contrat avec Warner, concurrent d'Universal. Du style qu'il y avait un groupe de gitanes qui devait venir et que du style Pascal Nègre refuse, ça c'est tombé dans mes oreilles. Et moi ça m'agace et moi j'ai pas envie de travailler avec Pascal Nègre, c'est tout. Le vendredi suivant, lors du Prime, réplique de Pascal Nègre. D'âge. Non, tu te tires une balle dans le pied, Gaël, je te Alexia. jure. Ne remets pas, toi, ton avenir, ce que tu es, ce que tu vaux, sur des candidatons et arrêtez de penser que les dés sont pipés. Je comprends pas, putain. Marina pleure, mais la production, passé l'effet de surprise, se frotte les mains. La semaine de la sortie de Gaël, la quotidienne et le Prime, avec plus de 7 millions de téléspectateurs, ont enregistré leur meilleur score depuis le début de la saison. Pour la première fois depuis 6 ans, c'est une semaine extrêmement mouvementée que nous venons de vivre à la Star Academy. Une première depuis 6 ans, pas vraiment. Au contraire, à chaque saison de la Starac, son coup de gueule, sa sortie avec Perte et Fracas ou encore son amourette. Allez hop, je me casse. En train de m'énerver réellement. J'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends. Merci beaucoup. Que tu sois contente de partir, je trouve ça une honte. Alors sur ce, la porte est là, tu prends la bagnole et tu te tires. Voudrais-tu devenir ma femme? Je dirais que c'est un petit peu sur l'électrocardiogramme de l'émission, c'est un passage obligé. À un moment, il y a un coup de sang qui intervient d'ailleurs juste avant la dernière ligne droite, quand ils sont plus que quelques-uns. Et donc, du coup, ça relance toute la mécanique sur le programme. La recette avait d'ailleurs très bien fonctionné dès la première édition de la Starac, avec le pétage de plomb mémorable de JP. Tu vois ici, je te regarde chose. Mais je suis déçu de tout le monde, je suis déçu. Il en avait ras-le-bol d'être le dernier de la classe et il a menacé de quitter l'émission. Moi, je fais ma valise et je m'arrache. Et là, la production a senti le public vibrer. Et donc, ils ont scénarisé l'histoire en emmenant Jean-Pascal en Angleterre et en demandant au public de voter pour ou contre son retour dans l'émission. C'était un peu comme l'exil du général de Gaulle à Baden-Baden, version télé-réalité. Et c'est ça qui a fait démarrer la Starac. Objectif atteint après la mise au vert de Jean-Pascal, le programme décolle enfin et l'audience ne cessera de progresser jusqu'à la finale. On va commencer par la moyenne et les notes de Nicolas. Populaire Nicolas. 12-6, oulala. Ouh le coup de massue. Pour créer le buzz, rien de tel également qu'une bonne polémique autour d'un départ. Quand Nicolas est éliminé par le jury le 3 novembre dernier, le public hurle son mécontentement et crie au scandale pour la plus grande satisfaction de l'intéressé. Il y a eu une grosse réaction du public, un gros mouvement sur Internet. Voilà, c'est tout ce qui compte. Le but d'un chanteur, c'est de toucher le public et pas le jury. Le gros mouvement sur Internet, c'est un message de Raphaël Ricci, la seule à avoir bien noté Nicolas. Un message dans lequel elle affirmerait que certaines personnes du jury auraient été briefées pour donner une mauvaise note au chouchou du public. Vrai ou faux message, la prof d'expression scénique n'a pas donné suite à nos appels. En tout cas, l'hypothèse que la production ait influencé la notation a là encore créé l'événement. Il est possible qu'ils aient voulu s'en séparer, voilà, et qu'ils aient trouvé le moyen de donner quelques mots d'ordre, peut-être, pour que les notes soient plus basses. Voilà, moi, en tant que public, c'est ce que je me suis dit. Chaque année, il y a toujours des bruits qui courent, il y a toujours des ragots, il y a toujours des trucs. Moi, j'ai appris une chose en 6 ans, c'est que ce qu'on ne voit pas, on le fantasme. Donc c'est vrai que on imagine toujours qu'il y a un grand Manitou qui tire les ficelles. L'affaire Raphaël Ricci a été largement relayée et interprétée par la presse People et par les hebdo-télé qui eux aussi profitent de l'agitation au sein de la Starac. Pour faire face à tous ces rebondissements, la production a une règle, c'est justement de ne pas en avoir. Le départ de Gaël en est une bonne illustration. Comment fait-on quand un candidat
quitte l'aventure au milieu de la semaine. Est-ce qu'il faut une soirée où personne ne sort du château? C'est impensable, il faut quand même que les gens puissent téléphoner. Et donc là, ils ont décidé de réintroduire Ludovic. Ça, si vous avez un règlement, vous ne pouvez pas le faire. Autre changement depuis une semaine, les candidats sont tous nominés. C'est le public qui fait son choix parmi tous les élèves. Hier soir, c'est Jean-Charles qui en a fait les frais. Sans doute le candidat le plus discret et donc le moins susceptible de créer le buzz. Gaël, bonjour. Bonjour. Nous inaugurons avec vous une nouvelle séquence dans Plus Clair. 5 questions pour comprendre. Je vais donc vous demander de répondre sans langue de bois. Que s'est-il passé le 13 novembre pour que vous décidiez de quitter la Starac? Au départ, je demandais la venue des Gypsy Kings sur le Prime. On m'a dit non, on les veut pas. Et ensuite, j'ai donc appris qu'on m'avait proposé de faire un single avec eux et que ça avait été refusé. Et j'ai l'impression que le côté économique passe avant le côté artistique. Donc c'est dommage. Moi, si je fais ça, c'est pour le public, c'est parce que ça me plaît et j'ai envie de chanter ce que j'ai sur le cœur. Ne s'agit-il pas d'un coup de marketing au sens où vous êtes dans la Starac et finalement ça permet de créer une certaine notoriété autour de vous? C'est une manière de dire je suis artistiquement différent de ce qu'on me propose à la Starac. Non, du tout, parce qu'au départ du jeu, je savais très bien qu'on allait me proposer sur les primes des chansons qui ne correspondent pas du tout à mon univers. Donc, non, ça fait partie du jeu. Puis, ça n'a rien à voir avec ma décision. Vous avez déclaré tout est truqué. Qu'est-ce qui est truqué? Quand j'ai dit que les dés étaient pipés, c'était à partir du moment où j'avais l'impression que... On favorisait davantage certains candidats. Voilà, oui. Donc et quand moi je vois qu'on me refuse certaines choses, et puis que depuis le début du jeu, il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas trop de moi. Donc voilà. Et puis après, qui était favorisé selon vous? Qui était favorisé? Déjà, ceux qui sont partis, c'est ceux qui n'étaient pas favorisés. Donc les personnes qui restent, il y en a 2 ou 3 qui sont favorisés. Et tant mieux pour eux. Moi, je suis content pour eux. Donc voilà, mais moi, au départ du jeu, je croyais qu'on était tous pareils. Puis je vois que, parce qu'après, on ne choisit pas non plus la chanson sur laquelle on est noté. Nicolas, lui, ce qu'il voulait, c'était chanter du Bruce Springsteen, du Joe Cocker. On lui a donné du Julio Iglesias, du Michel Polnareff. Donc, à un moment donné, on pouvait que dire Nicolas, c'est quelqu'un de sympathique, mais artistiquement, il n'aimait rien. Alors que non, artistiquement... Ferez-vous ou non la tournée de la Starac? Aucune... J'ai rien du tout. C'est en discussion actuellement avec Alexia Laroche-Joubert. Qui va décider? Je sais pas. Apparemment, oui, c'est une discussion. J'ai appris qu'il y avait certaines personnes qui étaient pour et d'autres qui sont toujours contre. Donc voilà. Après, Et vous moi, franchement, je sais pas. Pour le public, oui. Mais après, voilà, c'est pas comme ça qu'on décide. Vous avez envie de la faire? Franchement, aujourd'hui, je sais pas. Je préfère réfléchir encore. Avez-vous parlé avec Pascal Nègre depuis votre départ? Non. Vous le souhaitez? Pas pour l'instant. Non. Il vous a appelé, vous n'avez pas souhaité lui parler? Apparemment, c'est à moi de l'appeler, donc parce que apparemment c'est une question d'âge, vu qu'il est plus âgé que moi, c'est à moi de l'appeler. Je vois pas les choses comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Gaël, et puis bonne chance pour la suite. Merci. Tout de suite, le bloc-notes d'Éric Tussard. Soirée spéciale Fête des enfants qu'il disait mardi soir à la télé. Sur M6, Super Nanny. Et sur TF1, Le Grand Frère. Je te mets un taquet ou quoi? 2 éducateurs au style très différent. Méthode pédagogique du Grand Frère, les jeux d'éveil. Vas-y, joue le grand. À quoi tu joues avec moi? Tu joues les bonhommes, quoi. Tu joues le bonhomme. Ah, tu joues le bonhomme, tu joues le grand bonhomme, là. À quoi il joue avec moi, là? Tu joues les fanfarons de tes potes. Tu joues le malin. Ah, tu joues le malin avec moi. Je vais pas jouer longtemps. Tout de même 19 moments de jeu pour apprendre aux rebelles à réaliser des performances inouïes, à maîtriser son âme et son corps. Je ferme mon cul. Autre éducatrice du PAF mardi soir, Super Nanny, la nounou venue d'une autre planète. Nous vous parlions récemment de ses points communs avec E.T. Eh bien, on a découvert mardi soir un lien de parenté avec une autre créature extraterrestre. On n'a pas le droit de manger les petits chats. Bon, nous, c'est pas un dinosaure, c'est un chat. Super Nanny, trop gentille des fois. Il faudrait qu'elle s'inspire des méthodes éducatives raffinées, découvertes lundi soir sur France 3, dans un documentaire apportant à 17 reprises la preuve que oui, l'armée a changé. Tu me casses les couilles. Connard, débile, couille. Vous sortir les doigts du cul. Vous l'arracher du cul. Fermez vos gueules. J'en ai rien à branler. Je vais te faire rentrer ça à coup de batte à feu dans la tronche. Je te pisse à cul et je ferme ma gueule. Voilà une pédagogie que devrait appliquer Super Nanny.
Arrête de me regarder avec ces yeux de merlan frit parce que je vais t'en coller une. Elle serait sûre au moins de se faire respecter. Encore une réflexion, je t'atomise la tête. Le retour de Laurent Ournac, l'ex-incroyable fiancé dans un téléfilm mercredi soir sur TF1, et force est de constater qu'il n'est plus... lourd, vulgaire. La preuve par 14. Oh merde. Oh merde, hein. Oh merde. Oh merde. Merde. Double merde. Un Laurent Ournac plus poli et beaucoup plus classe. L'action du téléfilm se déroule sur 6 jours et il ne se change pas une seule fois. Point commun aussi au niveau du scénario, avec dans ce téléfilm également des moments... lourd, vulgaire. Comme cette représentation très subtile d'un couple gay. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Et quoi? C'est super beau. 9 100 000 téléspectateurs pour ce camping paradis au casting d'enfer. Outre Laurent Ournac, Agnès Soral. Dites la Beyoncé française. Et Princesse Erika qui ferait bien de se remémorer sa chanson. Ouais, effectivement, il y a un peu de boulot du côté du jeu d'actrice. Absolument les repérer. Il t'a pas dit comment il était son petit couple, Gérard? Marseille-Valenciennes dimanche soir sur Canal+, et une pelouse bien verte. De 2-3 passes en 3 échappes. Plus d'images, plus de son, rien que du vert, sans doute un hommage footballistique. Allez, qui c'est plus fort évidemment, c'est les Verts. Ah non, c'est Canal, car ce joli vert aura quand même duré 18 secondes, de quoi rester sans voix. Certes, Hervé Matou est vite revenu à l'antenne, mais sa voix moins. 28 secondes de mime avant que Canal ne lance la grande course. Avec Kazakh Brune venu redonner la parole au présentateur. Voilà. Au final, 2 minutes 55 de coupure avant que des images du match ne réapparaissent enfin. Mais si ça peut rassurer Hervé Matou, il ne fut pas le seul à vivre l'enfer du direct. Sébastien Follin aussi aurait pu affoler avec dans sa météo 44 secondes de grand ciel bleu. Vous noterez que je n'ai pas d'image derrière, mais elle va arriver. Une météo perturbée chez Sébastien, à la différence de chez Catherine où la carte ne change jamais. Celle de ses formulations. Au menu toujours la même. Il a fait aujourd'hui, il fera demain. Ça marche à tous les coups. Hein. Avec la pluie le week-end dernier. Il a plu aujourd'hui, il pleuvra demain. Avec le froid il y a 3 semaines. Il a fait froid ce matin, il fera encore très froid demain matin. Et avec la chaleur il y a 12 ans. Il a fait chaud aujourd'hui, il fera encore plus chaud demain. Grande opération de dépistage d'angine samedi dernier sur TF1 avec 500 personnes à qui l'on a dit ouvrez la bouche et faites ah. 500 choristes tout de blanc vêtus, enfin 500 moins une, partis se balader sur d'autres plateaux. Une Ségolène omniprésente à la télé ces derniers jours, toujours dans son costume de choriste, avec sur le plateau du 20h une composition bien sentimentale à 6 reprises. Avec le sentiment, mais surtout le sentiment de ne pas décevoir. Ségo angélique, mais ça se trouve elle cache bien son jeu et cette veste blanche est en fait une référence à ses soirées. Une dame blanche très suivie, 9 200 000 téléspectateurs pour le JT avec Ségolène, ce qui est tout de même 500 000 de moins que pour celui avec Sarkozy. Et c'est un changement considérable. C'est un changement considérable. 3 fois la même phrase en 9 minutes, ça aussi c'est considérable. Et maintenant un mot de Robert Hossein à tous ceux qui ne croyaient pas au succès de la saga d'hiver de France 2. Je les emmerde. Encore un gros carton pour Petit Meurtre en Famille, 7 200 000 téléspectateurs lundi pour ce Cluedo géant, dont vous pouvez retrouver l'esprit dans Télématin, avec là aussi une figure patriarcale très forte et mystérieuse, William et son étrange chanson. William a chanté ce titre 50 fois en 2 jours, mais pourquoi? Parce qu'il l'a décidé comme ça. Oui, William a un caractère au moins aussi fort que celui de Robert dans Petit Meurtre en Famille. 15 à Nîmes. À Nîmes. Nîmes ou mime? Nîmes. J'écris mal, William. Des similitudes sur les personnages, mais également sur l'intrigue, avec dans Télématin aussi une victime. Je suis tombée sur le plateau du 20h en faisant des essais de lumière. Chute accidentelle ou pas, on peut se poser la question. Quelqu'un n'aurait-il pas fait le même coup à Françoise qu'il y a un an, quand sur le plateau de Télématin, il lui avait coupé toutes les lumières? Un certain nombre de lampadaires ont explosé pendant cette nuit, et donc on est un peu dans le noir. Alors, quelqu'un en voudrait-il à Françoise? L'hypothèse est à prendre au sérieux, car mardi matin encore, elle était la cible d'actes de malveillance. Mais on m'a piqué ma béquille. Oh non, arrêtez Non mais les bon, garçons. franchement, alors... Rendez-lui sa béquille qui a fait ça.
Salut Julien Dugast. Bonjour. C'est l'heure des indiscrétions du PAF et on commence tout de suite avec Denis Brognard entre Robinson et Domino. Avant de partir pour les Philippines, tourner la saison 7 de Koh-Lanta, Denis Brognard ne dort pas. L'animateur présentera le 1er ou le 2 janvier. La chaîne n'a pas encore décidé totalement de sa programmation. Domino Day. Alors qu'est-ce que c'est, Domino Day? C'est ce concours de figures et de fresques avec des dominos, 4 400 000 dominos, 9 500 mètres carrés de hall, et ça donne Domino Day. Enregistré le 17 novembre en Hollande et habituellement diffusé sur TF1, Domino Day sera cette fois diffusé sur TMC, un programme en tout cas idéal pour se remettre du réveillon. Le jury de Miss France 2007. Le mystère est insoutenable. Qui va composer le jury de Miss France 2007? Pour l'instant, on connaissait uniquement les deux parrains, Michel Sardou et Muriel Robin. Eh bien, sachez qu'ils seront accompagnés le 9 décembre prochain de Liane Folly, du comédien qui s'y connaît en jolies filles, Gérard Darmon, et de cet amateur de cuir, Jean-Claude J3. Malheureusement, on ne sait pas encore si Monsieur J3 déguisera toutes les Miss en Catwoman. Ça pourrait donner. France 3, accro aux sagas de l'hiver. Le 9 décembre, France 3 diffuse le premier des 8 épisodes de sa première saga d'hiver, Tombée du ciel. Eh bien, figurez-vous que la chaîne est tellement emballée par sa première série qu'elle a déjà lancé le tournage de la deuxième saga d'hiver, la saga d'hiver 2007 de France 3. Le Réveillon des Bonnes, c'est son nom, est aussi une série de 8,52 minutes. L'histoire de 4 servantes qui évoluent au moment de Noël 1918, une période évidemment charnière dans l'histoire. En ce moment, Judith Magre, Sophie de la Rochefoucauld et Gérard de Sarthe, entre autres, tournent à Paris. Ils iront ensuite tourner à Bruxelles et à Lille. Et puis une dernière petite info qui n'est pas confidentielle, c'est la sortie du nouveau numéro de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, vous savez, qui soutient la liberté de la presse et donc les journalistes dans le monde entier. Merci Julien Dugast, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles indiscrétions. Et juste après la pub, les coups bas et les opérations de séduction des politiques sur le net, le mariage de Tom Cruise, la télé sur mesure et de Stéphane sur un plateau. Berne et Guillon sont dans Plus Clair. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. C'est une forte tendance du moment sur laquelle s'est penché Plus Clair. Pour près d'un Français sur deux, le net jouera un rôle actif dans la campagne présidentielle. Et c'est vrai que le net est une zone de non-droit où l'on peut se permettre à la fois de séduire les électeurs et aussi de déglinguer ses adversaires. C'est un sujet de Damien Cabrespine. On la disait toute puissante, jusqu'ici la télévision avait tout pouvoir en période de présidentielle. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Mais en politique désormais, un nouvel outil vient jouer les perturbateurs. Moi je pense qu'une des révolutions, c'est de faire les 35 heures au collège. Ségolène Royal vidéo, à l'échelle de la planète, a été la requête la plus demandée. Comment se fait-il que des enseignants du secteur public aient tendance à faire du soutien individualisé payant et ils n'ont pas le temps de faire du soutien individualisé gratuit? 60 millions de Français se sont tellement intéressés à cette requête qu'ils ont réussi à battre la demande mondiale, par exemple, sur Shakira. Le web, une stratégie politique. Des vidéos ressurgissent du passé, parfois tronquées et balancées sur le net de manière anonyme. Maintenant, vous aurez partout dans la campagne des militants, des sympathisants d'un candidat ou d'un autre qui viendront avec des petits téléphones filmés. Et l'homme politique qui adapte son discours en fonction de son éditoire, je crois que c'est une nouvelle espèce en voie de disparition. Les internautes apprendront d'eux-mêmes à faire le tri entre le meilleur et le pire, entre le vrai et le faux, entre l'intox et l'info. La campagne sur le web, c'est au choix l'arme fatale ou opération séduction. Lorsqu'on me demande mais comment elle tient, c'est grâce à vous. Les vidéos s'échangent entre internautes, les candidats sont sous surveillance. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur. Oui, je n'aime pas les riches. J'en conviens. Et le moindre dérapage peut prendre des proportions énormes. Est-il vrai que vous n'aimez pas les riches? Moi, je n'en veux pas aux personnes. Elles ont le droit d'être riches. Avant, pour que le citoyen soit acteur, il fallait qu'il aille au milieu d'une manifestation qui crie très très fort pour se faire entendre, etc. Là, il peut poser une vidéo. S'il fait une très bonne vidéo, il peut, avec très peu de moyens, faire une très bonne vidéo qui va être vue 1 million de fois. C'est l'exemple de ce qu'on a vu pour Ségolène, par exemple. Outil de contestation ou de propagande, le web joue sur la fin du off. Une illusoire transparence parfois orchestrée par les politiques eux-mêmes. Auparavant, ils distillaient des échos dans la presse. Maintenant, ils envoient des vidéos sur Internet. J'avais pas le sentiment d'avoir mis l'honneur de TF1 en jeu en disant qu'il y avait des candidats qui étaient un peu soutenus par TF1. Ce qui est très fort sur Internet, c'est qu'on a le sentiment que c'est le copain d'à côté qui vous envoie une information. Bien sûr, c'est très largement pas le cas. Un air de modernité et une certaine proximité avec les lecteurs, plus de 2000 élus de la République, tous partis confondus, alimentent quotidiennement leur page perso sur le web. Toutes les informations qui touchent à l'immigration sont censurées. Des blogs scrutés de très près par tous les journalistes qui s'en feront par la suite l'écho sur les médias traditionnels.
Campanet, le bon goût de la campagne, mais sur le net. De la même façon que les politiques et les partis se sont fait, entre guillemets, surprendre par le rôle d'Internet dans la campagne du référendum, les médias ne souhaitent pas non plus se faire surprendre dans le cadre de cette campagne et ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour ne rien rater, parce que cela fait partie également de leur rôle d'information. Internet, un nouvel espace où la liberté de ton est selon 42% des Français plus vive que dans les autres médias. Notre campagne, celle qu'on ne voit pas à la télé. Attention, il ne faut pas croire aussi que parce qu'on possède l'outil Internet, on tient absolument tout l'électorat, et notamment l'électorat le plus âgé, ce qui est quand même un électorat très important en nombre, et surtout qui vote, qui est celui qui vote le plus. Mais les partis draguent surtout la jeunesse webophile, souvent abstentionniste, et pour qui Internet est devenu la principale source d'information. Quand on fait de la politique, l'idée c'est pas seulement d'asséner des vérités, c'est aussi de pouvoir entrer en dialogue avec une population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le moyen le plus pratique pour ça, c'est le net. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci de recevoir un blogueur. Pour un candidat à une élection, ne pas être présent sur ce nouveau média, c'est prendre le risque de ne pas être entendu par toute une catégorie de la population française. Des vidéos propagandes qui peuvent être visionnées jusqu'à saturation, mais que se passera-t-il lorsque la campagne aura officiellement débuté ? Le CSA a déclaré que le temps de parole lié à ces vidéos ne relevait pas de sa compétence. On ne gagnera pas la campagne sur le web, même si on commence à le dire, ça j'en suis persuadé, ou du moins celle-ci. Par contre, on pourra la perdre en n'étant pas sur le web. Reconstitution de Ligue dissoute dans Plus Clair. Les deux Stéphane se retrouvent sur un plateau télé à 13h10, pas tout à fait pétante. L'un est désormais sur France 2, l'autre toujours sur Canal+. Stéphane Bern, Stéphane Guillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Alors ce ne sont pas tout à fait des retrouvailles, puisqu'en fait vous êtes ensemble sur Le Fou du Roi avec Absolument. vous, Stéphane Bern, sur France Inter. Stéphane Guillon, vous n'avez pas eu envie de suivre Stéphane Bern sur France 2 pour la Reine de France ? Non, parce que c'est bien qu'on s'émancipe chacun de notre côté et on va se retrouver dans quelques années. De toute façon, on continue à se voir le week-end. Et puis à la radio surtout, parce qu'il vient au Fou du Roi. Quand je viens. Quand tu viens. J'ai un petit peu de mal à venir. Des critiques, il y en a eu pas mal, parce qu'il y a eu plusieurs mouvements, en fait, plusieurs vagues depuis que vous avez démarré la Reine de France sur France 2. Au début, enthousiasme, parce que en fait, vous faites des scores qui quand ça marche, d'abord tout le monde trouve ça bien. Et en même temps, on vous reproche d'être super racoleur. Alors, au début, spectaculaire. C'est vrai qu'avoir le ministre de l'Éducation nationale sur son premier plateau, c'est tout à fait audacieux et vulgaire. Et je comprends. C'est Gilles de Robien. C'est ridicule. C'est tellement trash. Non, je comprends les critiques. Pas payé, pas sauf que, évidemment, quand je change de chaîne, je change de concept et d'émission. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc j'assume au moins. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, d'autres l'ont pas fait, voilà. Et puis ensuite, je prends les risques. Je prends des risques. Par exemple, ça m'amuse de voir Thierry, par exemple, qui dit il fait Ciel Montmardi, mais lui il fait quoi 7/7 ? Arrêtons. Surtout quand il me dit j'aime bien ton émission, mais quand il écrit des papiers, c'est toujours pour dézinguer les autres. Arrêtons. Et puis il y a Christophe de Chavannes aussi qui est venu sur ce plateau. On va l'écouter une seconde parce que je ne sais pas si vous avez vu ce moment. Christophe de Chavannes. Vous avez demandé des droits d'auteur à la Reine de France de Stéphane Bern ? Je ne sais pas bien de quoi vous parlez, mais on m'en a parlé un petit peu. Vous n'avez pas vu l'émission de Stéphane Bern ? Non. Enfin, 5 minutes, si. Alors 5 minutes m'ont suffi, voilà. Pour reconnaître les invités que j'avais il y a 15 ans, qui étaient un peu plus grisonnants en cheveux et qui venaient parler des choses et des thèmes qu'on avait abordés il y a 15 ans. La différence majeure, c'est qu'on était en direct à l'époque. Alors, réaction ? Oui, non, c'est vrai que les 35 heures, il y a 15 ans, c'était le sujet à la mode. Vous êtes méchant, Stéphane. Non, mais attendez, et puis il n'y a pas de bloc-notes, et puis c'est vrai que je ne vais pas faire des émissions sur faut-il être nazi ou pas. En fait plusieurs choses, mais j'adore Christophe, donc d'avoir peut-être copié donc le principe de Ciel Montmardi. Non, pas du tout. Quand on a travaillé avec la direction de France 2 sur ce concept, on avait notre concept à nous et qui était du sur-mesure. J'ai pas l'habitude de prendre les habits des autres. D'abord, ça me va pas avec le physique que j'ai. Donc, ce que j'essaye, c'est de faire une émission qui me ressemble. Et donc, l'émission qui me ressemble, c'est un débat de société, les pour, les contre. On n'a rien inventé, mais on n'a jamais rien inventé à la télévision. On met des gens. Quand même. Non. Au début, oui, c'est vrai, vous avez raison. Faut-il supprimer les prisons ? C'est terriblement racoleur. Non, mais ça n'a pas marché parce que faut-il supprimer les prisons ? Exactement. Donc, au niveau de l'audience, ce jour-là, vous faites 16,9% de part de marché, c'est-à-dire il faut dire. Non, juste une demi-heure après, on est à 23%. Il y avait Prison Break en face. Donc, de toute façon, il faut regarder les choses. Cela dit qu'à chaque fois que vous abordez des thèmes de société qui sont moins racoleurs, l'audience s'en ressent tout de suite. Écoutez, d'abord, j'assume le fait. Non, évidemment, il y a un paradoxe. De même qu'il y a un autre paradoxe, c'est qu'on me demande d'être
on m'a fait un procès d'intention avant, on a dit il va être trop lisse. Alors du coup j'étais extrêmement virulent, enfin c'est-à-dire il se passait quelque chose sur le plateau, c'était assez dans la polémique, dans la provoque Bernard aussi. Tapie, au début, mais etc., d'une certaine manière, je vais vous dire, la télévision est devenue tellement consensuelle que dès qu'il y a un débat un peu musclé sur des sujets provocateurs, eh bien ça dérange. On va pas s'interdire de traiter de tous les sujets qui nous intéressent sous prétexte que c'est plus ou moins racoleur. Et par ailleurs, sur France 2, ce qui m'a alors choqué pour le coup, c'est que j'ai été invité à déjeuner par la direction de France 2 pour parler des prime time qui vont arriver à partir de janvier. Et à ce moment-là, je lis dans la presse que je suis convoqué. J'ai jamais reçu de convocation, j'ai juste été invité à déjeuner. Heureusement que Claire est là pour que vous puissiez rétablir. Non, mais je rétablis parce qu'il y a un certain nombre de contre-vérités. Je pense que je dérange. Je pense que sur le service public, on est toujours prêt à me donner des leçons. Mais j'ai l'habitude. On m'a fait ce même procès il y a 7 ans sur France Inter. Aujourd'hui, l'audience du Fou du Roi a augmenté de 20%. Et je suis plutôt satisfait. Comme quoi, on finit par rentrer dans les mains. Peut-être que dans 7 ans, je serai accepté sur le service public. Vous, Stéphane Guillon, vous aviez pressenti... On va passer un bon dimanche. Vous aviez pressenti que ce serait difficile, cette émission sur France 2, qu'en fait les exigences du service public et puis aussi d'une case beaucoup plus exposée. Les gens n'aiment pas le changement. Donc dès que vous changez de registre, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous essuyez des critiques. C'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas vraiment changé de registre. Vous êtes resté à Canal+. Ouais. Moi, je suis assez vieux garçon, donc j'ai mes habitudes. Vous avez arrêté les portraits parce qu'il y avait trop comment avoir les critiques, lui. Ouais, vous avez arrêté les portraits parce qu'il y avait trop de coups à prendre. J'en ai fait 600 des portraits. Ouais. Donc il y a un moment donné, le cheptel de vedettes ne se renouvelle pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Oui. Donc je commençais un peu à... Je continue les portraits de temps en temps au Fou du Roi, mais c'est vrai que ça se mord la queue. Et j'ai pas envie de devenir la caricature de moi-même. Revue d'actualité, donc dans l'émission de Ardisson. Chez Thierry Ardisson. Ouais. Vous arrivez sur l'émission, vous faites votre chronique, votre revue de presse, et vous partez aussitôt. Oui. Parce que j'ai d'autres trucs à faire derrière. Pour quelle raison Comme ça, vous avez une présence très elliptique. Parce que j'aime bien, c'est pas mon métier d'être animateur, c'est un métier qui est pas le mien, et que moi j'aime bien que ça reste théâtralisé. Voilà, j'aime bien l'entrée, la sortie, je fais mon truc et je repars. Alors, on change de chaîne tout de suite, on passe sur France 3 maintenant, où va débuter une collection que vous signez, qui s'appelle Un nom en héritage. En fait, il s'agit de portraits de personnes qui portent des noms illustres, c'est ça, comme les Napoléons, Habsbourg. Oui, c'est un nom qui claque au vent de l'histoire, que tout le monde connaît, Orléans, Napoléon, Habsbourg... On va regarder un extrait. D'accord, ok. J'ai des souvenirs d'enfance où je venais ici donc avec mon père et nous étions reçus en grande pompe par la municipalité bonapartiste avec l'orchestre municipal, l'Ajaxienne, enfin tout ceci m'impressionnait énormément. C'est une époque un petit peu révolue aujourd'hui et aujourd'hui je me promène comme un simple citoyen dans cette ville. Ça fait partie du package pour vous faire venir à France Télévisions, sur France Télévisions. Pas du tout, parce que j'avais déjà signé cette collection. En liquide aussi. J'avais déjà... Il y avait 2 émissions plus une mallette. C'est bien tenté, Florence, mais en réalité, cette série était déjà signée bien avant que je ne sois recruté sur France 2. Donc même, je veux dire, France 3 était un peu désolé parce qu'il se disait, mais il va nous échapper. Mais non, j'assume jusqu'au bout. La seule chose qui a été modifiée, c'est qu'on me voit dans le documentaire. Alors que si j'étais resté sur Canal+, ou je n'aurais pas pu... Au nom de la clause d'exclusivité que réclament les chaînes aujourd'hui. Absolument. On passe au rayon librairie de livres. Alors celui de Stéphane Guillon. Alors celui de Stéphane Guillon, il est à gauche. Voilà, sur la photo, comme sur la photo avec le scotch sur la bouche. Et puis Un si joli monde, votre premier roman, Stéphane Bern, chez Flammarion, 30 000 exemplaires déjà. Ça cartonne. Alors l'un et l'autre, vous balancez en fait sur le monde des médias, médias showbiz. Il y a 2 pour répondre à cette question. Vous allez aux soirées, parce que je vous y ai croisé mais bien de temps sûr, en je vais dans les soirées. La seule chose, mais vous n'étiez pas invité ni l'un ni l'autre au mariage de Tom Cruise d'ailleurs. Surtout pas. Aucun journaliste qui la scientologie, c'est pas notre truc. Voilà, on ça a va mal un se sujet. terminer cette histoire. Et nous, on aime les vraies histoires, pas les choses bidons. On a un sujet justement pour voir qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Le spectacle était dans la rue et au balcon. Julien Dugast n'a rien vu, mais nous raconte tout. Samedi dernier, le petit village de Bracciano, à 30 km au nord de Rome, s'est transformé
En Hollywood, Tom Cruise et Katie Holmes avaient décidé de se marier ici, dans ce château. Du coup, dans le village, chacun y allait de son hommage plus ou moins cheap. Plus de 500 journalistes du monde entier étaient là pour couvrir l'événement. En Allemagne, Tom Cruise und seine Verlobte en Espagne, en Italie bien sûr, en Angleterre, pas un média n'a loupé le mariage de Tom. Partout où vous regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Un restaurant sert le risotto Tom et Katie. Une boutique a confectionné un énorme gâteau en leur honneur. C'est comme un carnaval, un festival. Et pourtant, je n'ai toujours pas vu une star ou un invité du mariage. Aucune star en vue, du coup les médias remplissent les journaux comme ils peuvent. On questionne les habitants. Je ne compte plus les fois où on m'a interviewé. On interroge un ménestrel. Sarò sempre tua, sarai sempre mio. Lo giuro, amore. Gli risponde tutta audace. Da 70 anni viviamo felici. C'est beau, mais c'est pas très paillette. Il faut créer l'information, il faut creuser, il faut aller au milieu du public. Parce que c'est les gens qui savent le plus de choses. Pas grand chose à filmer et pourtant les médias doivent rentabiliser le coût de leur tournage. Madame le maire de Bracciano ici en interview par téléphone pour la RAI. Et la star du week-end, faute de Tom Cruise, c'est elle que l'on questionne. Ce sont Tom et Kate qui m'ont envoyé les fleurs. Un maire qui n'a pas hésité une seule seconde pour filmer son château, il a fallu payer. On cherche de l'aide pour ne pas ponctionner les habitants de Bracciano. Faire payer les médias, c'est l'idée qu'on a eue pour pouvoir affronter ces dépenses exceptionnelles. Pour cette fenêtre donnant sur le château, enfin sur les fenêtres du château, c'est 1 000 € pour 3 jours. Pour poser sa caméra ici, avec le château dans le dos, 500 € par jour. Le droit de s'installer sur cette poubelle, si, 500 € pour la journée. L'hélico, 2 400 € les 2 heures. ABC, la chaîne américaine, a carrément déboursé 100 000 € pour occuper cette terrasse donnant sur la route pour accéder au château. Les gens arrivent du monde entier. Il y a 20-25 camions satellites et la municipalité n'a que 15 policiers. Ils ont besoin de pognon. Gérard Grisbeck, correspondant permanent pour France 2 à Rome, a fait le déplacement et a bien du mal à enregistrer son plateau au milieu des bruits d'hélicos qui tournent autour du château. Mariage pluvieux, mariage... Non, il recommence. C'est terrible quand même les problèmes logistiques qu'on peut avoir. C'est infernal. Et lui, en tout cas, n'a pas accepté de payer. Il ne fait donc pas son plateau avec le château dans son dos. On avait déjà eu le même problème sur une toute autre affaire qui n'a rien à voir, qui est la mort de Jean-Paul II, où aussi les télévisions américaines avaient loué des emplacements incroyables autour de la place Saint-Pierre pour des prix incroyables également. Donc ça, non, les Italiens ne sont pas du tout habitués à ça. D'une certaine façon, ils sont aussi choqués, sinon plus, que les Français sur ces prix qui sont pratiqués. 200 photographes coincés entre deux barrières à regarder des voitures aux vitres teintées qui passent, ça ressemble à ça. On ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin on attend, on espère qu'il se passe quelque chose avant qu'il fasse nuit. Un espoir qui donnera un cliché de Tom Cruise, une image volée de Katie Holmes, prise d'un hélico et basta. Les photos les plus kitsch, intéressantes, les voici. L'exclusivité de l'intérieur du château a été négociée par la chaîne Entertainment et 3 magazines américains, le tout pour une somme évaluée à 10 millions de dollars. Ceux qui n'avaient pas payé ont vu ça. Mais si regardez au ralenti, on reconnaît super bien Jim Carrey. Bref, le mariage de Tom et Katie, c'était 300 VIP invités, mais surtout 500 journalistes à la porte. Il paraît que le dernier qui s'est marié là-bas, c'est un réalisateur très très célèbre, Scorsese, et qu'il a divorcé 4 ans plus tard. Donc c'est un lieu qui porte bonheur. La consanguinité. Vous voyez, c'est comme si on découvrait que... C'est comme si on découvrait que... Merci Stéphane Béa, merci Stéphane Guillon. Vous le savez sans doute, en tout cas aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de consommer la télévision, c'est-à-dire qu'on peut en fait se faire une télévision sur mesure. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est assez simple. Chacun peut composer sa grille de programme et c'est un sujet de Damien Cabrespine. Salut Létérien. Merci. Vous connaissiez la télédiffusion de masse et grand public, le broadcasting. Désormais, vous devrez aussi apprendre un nouveau mot, l'ego-casting, une nouvelle manière de consommer les programmes audiovisuels. L'ego-casting, c'est finalement un environnement dans lequel on a un contrôle absolu de sa consommation médiatique. Face à ce nouveau comportement, les chaînes de télé traditionnelles seraient ainsi menacées dans leur suprématie.
Ça peut coexister, mais ce qui est certain, c'est que les médias de masse ne seront plus aussi dominants dans les années à venir. VOD, Internet ou téléphonie mobile, depuis janvier, 30 milliards de vidéos ont été téléchargées, 429% de plus qu'en 2005. Vous aviez loupé Florence Foresti chez Laurent Ruquier, pas de panique, des blogueurs ont pensé à vous et mettent la séquence à votre disposition sur leur site. Je crois qu'on peut être socialiste et être ferme. Du coup, les grandes chaînes se réveillent et l'antenne se prolonge sur le web. Bonsoir et bienvenue, Ubique est de retour. Mais la réciproque fonctionne aussi. TF1 vient ainsi de programmer Wattcast, une émission composée de programmes récoltés sur son nouveau site internet Watt TV. Superman Shrink est un court-métrage sorti de la caméra de Gibbs, réalisateur autodidacte parisien. J'en ai assez de pas avoir de reconnaissance pour tout le travail que je fournis. Watt a une fonction de laboratoire de contenu pour le groupe TF1 en se disant si ces contenus, comme on le dit, représentent à terme une vraie partie d'une grille télé, eh ben on a démarré une expérience, on a démarré une vraie possibilité de savoir ce que ça va représenter, à la fois en termes de potentiel économique et puis surtout de produits télé nouveaux. Mais cette nouvelle tendance peut aussi représenter un risque pour les chaînes. Quelques heures seulement après leur diffusion aux États-Unis, toutes les séries cultes type Lost ou Desperate Housewives sont téléchargeables sur les sites pirates du web. Mais du côté des chaînes, on reste serein. La télévision a un rôle de média social, justement, qui crée du lien entre les téléspectateurs. Et en ce sens, l'ego-casting ne pourra jamais justement permettre ce que permet la télévision, c'est-à-dire donner l'accès au même programme en même temps à un maximum de personnes. Des programmes consommables à tout moment de la journée, quitte à remettre en question la sacro-sainte notion du prime time traditionnel ou celle de la programmation. Il va falloir repenser une programmation qui va intégrer beaucoup plus de facteurs, c'est-à-dire qui va intégrer le moment, mais aussi le lieu, le terminal utilisé, l'usage souhaité. Les chaînes de télévision ont aujourd'hui clairement la légitimité pour être les meilleurs prescripteurs de cette nouvelle offre. L'ego-casting n'en est qu'à ses balbutiements, mais la multiplicité des outils de communication lui ouvre toutes les portes du succès. On vous aura prévenu. Voilà, c'est la fin de Plus Clair, la télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h35 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.